retrouve aujourd'hui pour la suite du cours donc sur le conflit. Rappelez-vous, on avait vu que les conflits du travail étaient en perdition et qu'ils se transformaient et qu'il y avait l'arrivée de nouveaux mouvements sociaux avec de nouveaux acteurs, des nouveaux modes de manifestation, etc., etc. Donc après, on était rentré un petit peu sur le rôle du conflit. On avait vu que dans un grand tas, que le conflit pouvait être le reflet d'un malaise au niveau de la société, donc signe d'anomie, manque d'intégration, manque de cohésion sociale. Là, on va partir sur une toute autre problématique qui va être le conflit moteur du changement social ou résistance au changement social. Donc on reprend la définition du conflit social. Le conflit social, on a vu que c'était un affrontement entre des groupes sociaux aux intérêts divergents qui veulent modifier le rapport de force en leur faveur. On avait vu donc qu'il y avait effectivement une dimension collective, mais qu'il y avait un enjeu. Donc s'il y a un enjeu, c'est que les conflits peuvent provoquer un changement social, que ce soit au niveau des valeurs, que ce soit au niveau des normes, des règles de fonctionnement de la société. Mais ces changements sociaux peuvent aussi permettre des conflits, c'est-à-dire que les changements ne sont pas toujours très très bien acceptés et donc que ça peut conduire au conflit. Donc vous voyez qu'on va voir d'une part que les conflits peuvent générer du changement social, mais que les conflits peuvent naître aussi d'un changement social. Alors cette nouvelle problématique répond plutôt à une problématique d'inspiration marxiste. Il s'agit de s'interroger sur la place du conflit dans le changement social. Vous vous rappelez que Marx avait fait effectivement des luttes de classe, c'est-à-dire des conflits, l'élément qui faisait que la société allait changer. On était passé d'un mode esclavagiste à un mode effectivement médiéval, à un mode capitaliste, où effectivement à chaque fois qu'il y avait une lutte des classes, ça faisait avancer la société vers un petit peu plus de liberté. Rappelez-vous, c'est la notion d'historicité au niveau de Marx. La société a un but. Donc les conflits sont faits pour transformer la société, pour qu'il y ait un réel changement social. Cependant, il se peut que les changements sociaux soient trop brusques, trop profonds et qu'une partie de la société ne puisse pas les accepter facilement. Ils peuvent à leur tour provoquer des conflits. Vous savez, c'est un petit peu le discours que nous tenait monsieur Macron au niveau des retraites. Il nous disait les gens ont du mal à bouger, à faire évoluer effectivement leur mentalité, leurs valeurs. Donc cette réforme des retraites, elle est très bien, mais ça va à l'encontre effectivement de la routine, de l'habitude. Et donc c'est pour ça qu'il y a des conflits. Même chose au niveau du mariage pour tous. Le mariage pour tous, eh bien, c'était le rejet d'une société nouvelle, où les formes traditionnelles de la famille allaient bouger un petit peu. On voit alors que changement social et conflit sont corrélés dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que l'un a un effet sur l'autre et vice-versa. On commence d'abord par le conflit qui peut contribuer au changement social. Donc les conflits ont une vertu essentielle, c'est rendre le changement social possible. Dans la prolongation de Marx, même s'ils n'ont pas tout à fait même voire des idées opposées, le sociologue Alain Touraine fait des conflits le résultat de la société dans laquelle on vit. Le mouvement ouvrier en a été l'exemple puisque la société salariale dans laquelle nous vivons est le fruit de ces différents conflits. Effectivement, pensez à Limoges, Limoges, la révolte des porcelainiers qui a conduit effectivement à la création de la CGT, qui a permis l'évolution des droits des salariés qui vont être beaucoup plus encadrés. On va avoir des lois du travail, on va avoir des contrats de travail vraiment très très bien ficelé avec toutes les règles, etc., etc. Donc ça, c'est dû aux luttes effectives. Donc les conflits ont une vertu essentielle dans ce paragraphe-là, c'est rendre le changement social possible. Alors dans la continuité de Marx, même s'ils ont des idées complètement opposées, Alain Touraine nous dit que la société dans laquelle on vit, c'est le résultat des conflits sociaux.
on va y aller par 2 étapes. Première étape, ça va être sur le marché du travail et ensuite dans la société dans son ensemble. D'abord au niveau donc de la société salariale. Le mouvement ouvrier a été l'exemple, puisque la société salariale dans laquelle nous vivons est le fruit de ces différents conflits. Effectivement, hein, vous êtes à Limoges, vous savez qu'il y en a eu la forte révolte des porcelainiers. Je vous rappelle à la place rouge de Limoges, hein, où effectivement la garde a été lancée contre ces porcelainiers, où on a eu énormément de morts. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a conduit effectivement à la création de la CGT sur la ville de Limoges. Ce syndicat CGT a énormément participé à l'évolution donc des droits du travail. Alors là, CGT plus les autres syndicats, hein, mais ça a été un des tout premiers. Donc cette société a évolué. On a eu droit effectivement à des congés payés, on a eu droit aux prud'hommes qui permettent effectivement de juger les conflits du travail, on a eu droit à au non-travail des enfants, on a eu droit effectivement à une limitation du nombre d'heures par semaine. Enfin, tout ça, c'est lié aux différents conflits que les ouvriers ont pu mener. Et donc, si on est assez bien protégé maintenant sur le marché du travail, eh bien c'est justement parce que il y a eu ces révoltes ouvrières. Et c'est ce que je vous rappelais un certain nombre de fois, hein, c'est que les têtes blanches, comme on les appelle, qui sont dans les manifestations, comprennent pas le comportement des jeunes de maintenant. Et eux, ils se sont battus pour avoir des avancées sociales, et là ils nous disent que là ils sont obligés de se battre pour les maintenir. Ils se sont battus pour ça, ils ne comprennent pas pourquoi on les laisse partir comme ça aussi facilement. Il n'y a pas que sur le marché du travail qu'il y a une évolution au niveau de la société. Mai 68 est un autre type d'exemple de conflit qui a fait avancer les choses. La société a évolué, elle est plus ouverte, moins hiérarchisée, plus permissive, et là encore, la société dans laquelle nous vivons est un héritage de ce conflit. Effectivement, on est passé d'une société patriarcale où c'était le père qui avait tout pouvoir, il avait même pouvoir sur sa femme, puisque sa femme ne pouvait pas travailler sans son autorisation. Elle était là pour effectivement gérer la maison, s'occuper des enfants, et donc elle n'avait aucune indépendance financière. Donc Mesta 68 est intervenu là-dessus pour qu'il y ait plus d'égalité homme-femme. Mais il y a aussi tous les combats qui ont été menés derrière. Vous avez entendu parler de Simone Veil pour l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, pour le droit à la pilule, etc., etc. Tout ça, ce sont des avancées de mai 68 qui a rendu notre société moins stricte, moins traditionnelle. Hein. Les mouvements sociaux agissent donc en changeant le fonctionnement et l'organisation de la société. Alors, je vous laisse aller voir le document 7, page 257. C'est un document, effectivement, dont je vous ai mis la correction dans votre cours. Vous avez ici le document de votre livre. Comme je viens de vous le dire, vous irez voir la correction dans les différentes questions. Donc, on vient de voir jusqu'ici que les mouvements sociaux pouvaient changer la société. Maintenant, on va voir que ces mouvements peuvent être une résistance au changement social. Et c'est beaucoup plus ce qui se passe maintenant dans les sociétés post-industrielles. Dans les sociétés post-industrielles, on se bat plus pour préserver ses acquis que pour en avoir de nouveaux. Hein. Les évolutions récentes montrent que certains conflits visent plus particulièrement à s'opposer à des transformations sociales jugées défavorables ou peu souhaitables par certains acteurs. Attention, c'est pas forcément négatif. On peut considérer que tel ou tel changement dans la société n'est pas souhaitable quand on se bat effectivement contre la précarité du travail. Alors certes, c'est une bonne chose effectivement au niveau pour les entreprises parce qu'elles pourront avoir une main-d'œuvre plus malléable, c'est peut-être pas forcément effectivement très positive pour les salariés. Et là, on est dans une période où on s'en rend bien compte, tous ces emplois un petit peu précaires. Prenez par exemple le monde de la culture, où vous avez les intermittents du spectacle, vous avez tous ceux qui vivent effectivement des festivals, etc., qui avaient des emplois hyper précaires, qui savaient que normalement, d'une année sur l'autre, s'ils faisaient bien leur job, ils allaient être repris parce que on a besoin d'extra, de choses comme ça, des jours des festivals. Mais voilà, pas de festival cette année.
pour eux, c'est la mouise, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune possibilité d'emploi. D'où leur demande au niveau du gouvernement de geler leurs droits au chômage, parce que sinon, ils ne retravailleront certainement pas, même vraisemblablement pas, avant la période prochaine. Donc il faut qu'ils soient sûrs de pouvoir avoir leur allocation chômage sur cette période-là, parce que vous savez que petit à petit, les allocations chômage baissent au fil des mois. Donc là, ils demandent à ce que ce soit gelé, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent une période blanche, c'est-à-dire comme si ils avaient réellement travaillé cet été et qu'ils aient droit à leur plein pouvoir au niveau du chômage pour l'année qui va suivre. Là, j'ai changé, je ne vous ai pas pris le document, je vous avais pris le document 6, page 256. Je suis restée sur le document 7, page 257, parce qu'en définitive, la dernière question se rapportait bien à ce document. Donc je vous laisse aller voir la correction du document et de la dernière question, la question 21, qui vous montre qu'effectivement 95 est vraiment une lutte pour garder des acquis sociaux. Moi, je vais vous donner d'autres exemples de conflits qui s'opposent à des changements sociaux. Il y a d'abord les conflits contre le phénomène de délocalisation qui provoque le chômage. Les grèves, les manifestations. Alors ça, rappelez-vous, dans le conflit, ça c'est plutôt des conflits qui sont localisés à certaines entreprises, effectivement, qui se soulèvent et qui font que, je vous l'avais peut-être expliqué, il me semble que oui, Moulinex par exemple, vous voulez délocaliser, ok, d'accord, on va tout destroy à l'intérieur de l'usine, c'est-à-dire qu'ils ont détruit tout le matériel à l'intérieur de l'usine. Comme ça, ils se disent, vous irez le délocaliser, certes, mais les machines, vous ne pourrez pas en bénéficier. Il y a aussi contre la modernisation de l'État, présentée comme nécessaire, penser à la protection des retraites, qui diminue le nombre d'emplois publics, privatise les services publics et diminue la protection sociale. Alors, qu'est-ce que j'entends qui diminue le nombre d'emplois publics? Eh bien, vous le savez, c'est pas le discours actuel, mais jusqu'ici, M. Macron s'était battu pour essayer de réduire la dette publique. Et comment on réduit la dette publique? Ça peut être tout simplement en réduisant le nombre de fonctionnaires, dans les hôpitaux notamment. On a vu ce que ça pouvait faire, effectivement. Alors là, est-ce que... Voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais qui privatise les services publics, puisque vous savez que là, personne s'en est réellement aperçu avec le coronavirus, mais la SNCF, qui était jusqu'ici détenue en grande majorité par le secteur public, est maintenant très largement détenue par le secteur privé. Là, tout simplement dans un but, effectivement, de récupérer des capitaux et voir un petit peu à réduire notre déficit public qui, je vous le rappelle, va dépasser 100% du PIB, qui va plutôt apporter des 120% du PIB. Mais ça, si vous voulez, on en reparlera un petit peu plus tard. Et qui diminue la protection sociale, donc ça, c'est les retraites. On a eu, alors je vous en ai assez parlé, le mariage pour tous et l'adoption pour les couples homosexuels qui posent énormément de problèmes. Non, la société traditionnelle, c'est papa, maman, et les enfants, c'est sûrement pas deux papas et deux mamans pour certains, d'accord? Et il y a un autre mouvement dit les NIMBY. Alors attention mon anglais, not in my backyard. C'est littéralement pas dans mon jardin. Il désigne des mobilisations qui refusent, par exemple, l'installation d'une activité polluante près d'un quartier résidentiel, mais ne se soucie pas qu'elle s'installe ailleurs. C'est le cas des déchetteries, c'est le cas effectivement de tout ce qui est, par exemple, les mivaches, etc., où on voulait construire de grandes étables pour les bovins, etc. Donc les gens n'en veulent pas à côté d'eux parce que effectivement c'est source de pollution, etc., etc. Là aussi, vous le savez, de par le Covid, il y avait beaucoup de manifestations contre les antennes 4G qui s'installaient. Là, pendant que tout le monde a les yeux rivés sur le Covid, on a légiféré et on laisse ces antennes s'installer.
On peut alors mettre l'accent sur une certaine individualisation des conflits, mais ça, on en avait déjà parlé. Et il y a les conflits catégoriels aussi, c'est-à-dire que le syndicat des jeunes médecins généralistes a appelé un mouvement à la japonaise pendant les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire effectivement aller travailler avec des banderoles, effectivement grève. Alors ça n'a absolument pas marché comme vous le savez. Vous avez aussi les conflits des urgentistes. Ça faisait plus d'un an qui disaient qu'ils en pouvaient plus, que ils étaient complètement débordés, etc., etc. Alors maintenant, on les applaudit tous les soirs, effectivement à 20h. Il faudrait voir effectivement si le gouvernement saura se rappeler un petit peu de tout ça et fera un effort vis-à-vis de ces médecins urgentistes. On a terminé ce chapitre sur les conflits. Alors, il nous reste une grande partie sur l'emploi à voir. Une partie que je vais couper en deux. Je vais couper ça pour que ce soit moins long. Alors, ce que je vous propose, mais ça, je vais me noter sur le cahier texte et j'espère que je vous préviens pas trop au dernier moment, demain de faire une visioconférence à 14h30 pour voir un petit peu les problèmes qui ont pu être posés sur ce chapitre. Je reviendrai très rapidement dessus. Après, on essaiera de parler un petit peu d'actualité. Et là, si j'ai le temps, je vais essayer de construire un petit travail que l'on va faire sur un petit peu ce qu'on en entend, les démentis, voilà. J'essaierai de faire un petit travail, mais je vous l'assure pas.